ça ne marche pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de diaspora. Il y en a, hein, mais il n'y a pas beaucoup de diaspora qui vont s'installer en Afrique, qui créent des sociétés ou qui s'installent là-bas. Il y en a, mais insuffisamment. Ça pourrait être un booster extraordinaire. Mais les diasporas, ça veut dire aller dans les deux sens. Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais là, je parle des diasporas africaines ou des gens d'origine africaine qui sont par exemple en France. Il y en a relativement peu qui vont. Pourquoi ? Parce qu'ils vont perdre en qualité de vie, en qualité de job, et c'est des risques peut-être trop élevés pour eux. Et donc, je dis souvent que les membres de la diaspora qui vont s'installer en Afrique, ce sont des héros. Parce qu'ils sont courageux, et en général, ils réussissent bien, mais ce n'est pas facile. De l'autre côté, vous avez soulevé le problème des visas. Évidemment que c'est un problème qui complique et qui pourrit finalement la relation entre la France et l'Afrique au niveau quotidien de beaucoup de gens. Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Étienne Géros, que beaucoup d'entre vous connaissent pour l'avoir interrogé ici même. Aujourd'hui, il nous vient avec vraiment un livre attachant, 54 nuances d'Afrique. Bonjour. Bonjour Hichem. D'abord, ce livre, à vrai dire, il détonne dans un contexte entre le Covid et maintenant, avec une sinistrose terrible. Ce livre arrive à un moment inattendu. C'est pour ça que je l'ai fait. Je ne l'aurais pas fait en 2015 ou 2016, à l'époque où l'Afrique était un peu la rivière enchantée, tout le monde se précipitait dans les forums et tout le monde était prêt à investir en Afrique. En ce moment, il y a de la morosité, qui est due à 2-3 choses, qui est due à la crise du Covid, tu l'as dit, aux difficultés économiques qui en ont découlé, les prix, les taux d'intérêt, les difficultés de transport, etc., aux incertitudes géopolitiques. Et je dois dire que le contexte depuis 2 mois avec l'élection du président américain et tous les bousculements auxquels on assiste n'améliorent pas beaucoup la situation. Et donc, je me suis dit, c'est le moment sans doute de remettre sur la table le sujet de l'Afrique pour dire aux entreprises françaises, investissez, et aux Français, intéressez-vous à ce continent. C'est un but à la fois immodeste et modeste. Voilà, mon cher. Comment peut-on aujourd'hui expliquer le paradoxe dans lequel on est? L'Afrique, c'est vraiment, vous l'avez dit, 54 États, mais 54 nuances, mais en même temps avec un décalage dans la perception qui, en fait, laisse place à des préjugés considérables. Il y a des préjugés, il y a des idées reçues, il y a des clichés qui circulent partout sur l'Afrique qui sont en général faux. Ils sont mus, ces préjugés, ces clichés, par 2 choses essentiellement. D'abord, par la méconnaissance. Moi, je vois beaucoup de gens, je parle de l'Afrique à beaucoup de gens, en dehors du cercle que toi et moi, nous fréquentons sur l'Afrique, où il y a des spécialistes. Beaucoup de gens ne connaissent pas les choses, non pas l'historique, non pas la diversité de l'Afrique devant leurs yeux. Ça, c'est une méconnaissance qu'il faut, à mon avis, contrer. Et puis la deuxième, c'est l'idéologie. Beaucoup de gens aussi ont un jugement sur l'Afrique, une vision sur l'Afrique fondée sur l'idéologie. L'immigration, la crainte, les guerres, etc. Et donc les débats français traduisent un peu cela. Et il faut donc contrer cela. Voilà pourquoi il faut parler aux gens. Mais peut-on rester sur les constats? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, ce dont elle a besoin, c'est de l'opérationnalisation. Vous le dites, pour déconstruire tout ce discours, il faut un travail gigantesque, parce qu'il y a un vrai décalage. Mais oui, c'est pour ça que ce livre, j'en ai fait 54 chapitres, il n'y a pas un chapitre par pays d'Afrique. C'est 54 thèmes sur lesquels, à mon avis, il faut faire un petit point d'actualité pour remettre les choses dans le droit chemin. 54, c'est un clin d'œil pour le nombre de pays du continent. Mais effectivement, je pense qu'il faut, c'est toujours la manière dont j'ai pratiqué dans ma vie, il faut être sérieux, c'est-à-dire qu'il faut défendre nos thèses en expliquant pourquoi les gens peuvent penser des choses erronées, parce que les gens ne sont pas mauvais, méchants, idiots. Simplement, ils pensent, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, des choses erronées. Il faut expliquer d'où vient cette pensée. Deuxièmement, donner des faits
qui montrent que cette pensée est en général non conforme avec la réalité, et troisièmement, délivrer un message d'espoir, c'est-à-dire, en gros, sur chacun des thèmes, 2-3 pistes de progrès et de développement. Et après ça, si on est confiant, ben on ira en Afrique. Alors, dites-nous, vous voulez nous parler un peu des coulisses, comment le livre s'est élaboré, parce que en réalité, on a envie de comprendre comment le mécanisme s'est mis en place, et parce que vous racontez aussi une réalité vraie. Mais oui, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, on peut se dire pourquoi faire ce livre sur cette forme-là, sur cet angle d'attaque qui consiste à aller chercher des contre-vérités ou des clichés. Mais c'est parce que depuis le temps que je m'occupe de l'Afrique, que j'y circule et que je l'aime, ça fait quand même 40 ans que j'y circule, et j'y suis allé plus de 500 fois dans ma vie. Donc je ne suis pas un grand spécialiste de l'Afrique, mais j'ai, disons, une certaine légitimité. Je sais à peu près de quoi je parle. Et j'ai fini par être agacé d'entendre tant de mensonges, tant d'erreurs, ou tant de choses erronées. Et je me suis dit, il faut quand même, c'est pas possible d'entendre ça dans un débat, dans une conversation, les gens qui apportent des jugements à l'emporte-pièce. Et je dis, il faut quand même que je les corrige, il faut que je dise, non, on n'a pas le droit de dire ça. Voilà, à mon avis, à mes yeux, quelle est la vérité. Bon. Et alors je me suis dit après, mais je vais m'arrêter où? J'en fais 20, 50, 100. Mais je m'arrêtais à 54, qui est le nombre du pays. Et donc j'ai fait 54 chapitres comme ça. Voilà d'où c'est venu. C'est donc un espèce de cri du cœur quand même, pour dire, soyons sérieux, toutes les opinions sont autorisées, mais au moins, si on a une opinion négative de l'Afrique, il faut la fonder sur des réalités et pas sur des on-dit. Vous êtes le patron du CIAN, qui est le Conseil français des investisseurs en Afrique, mais aussi vous êtes à la tête de l'EBCAM, le patronat européen. Vous avez un double regard. D'abord, au niveau des CIAN, on a envie d'entrer dans l'étage en dessous pour savoir ce qui se passe, parce que au fond, vous avez plus de 175 entreprises chez vous, mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment ils racontent l'Afrique? Est-ce qu'on a envie de savoir plus? Je vais vous dire un peu ce qu'il y a dans la tuyauterie, dans l'usine. Nous représentons à peu près 80% des entreprises françaises qui opèrent en Afrique. Et ces entreprises, elles sont soumises à un double mouvement. D'abord un mouvement positif, qui est que ça marche, et que toutes les entreprises font des bonnes affaires en Afrique. Ah bah bon. Ça, il faut le dire. On ne le dit pas assez, ça. Ou les gens ont honte, ou ils ne veulent pas le dire, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, l'Afrique, ce n'est pas la catastrophe que certains veulent bien dire. On peut y faire du bon travail. Et comme je pense que le bénéfice et les affaires qui marchent bien sont bons pour le développement, c'est une bonne nouvelle. Donc, elles ont cette idée-là, les entreprises. Il faut y aller. La deuxième chose, c'est qu'elles ont horreur du risque, elles ont horreur de l'incertitude, et elles ont un sentiment, quelquefois, de frilosité vis-à-vis de l'Afrique, à cause du contexte qu'on disait tout à l'heure. Le Covid, les bouleversements, les règles de conformité, de lutte contre le réchauffement climatique, les due diligence, des règles imposées par Bruxelles, etc. Toutes ces choses-là créent une atmosphère pas très positive. Donc, d'un côté, ça marche, et de l'autre côté, il y a une crainte. Notre travail, c'est de dire surmonter votre crainte. Parce que, Hichem, il faut passer maintenant sur le long terme. L'Afrique, c'est le long terme. Si on regarde l'Afrique, si on prend des décisions sur l'Afrique, sur le court terme, c'est-à-dire dans les 3 mois qui viennent, le cours de bourse ou les bonus de fin d'année, on ne va pas y aller. Mais si on se dit, l'Afrique, c'est l'avenir du monde, et dans 20 ans, il y a 1,5 milliard de consommateurs en plus, et c'est probablement le continent de demain, peut-être compliqué, mais le continent de demain, il faut y aller. Donc le long terme de dominer le court terme. Alors, je ne vais pas vous faire entrer avec un angle ouvert, mais il y a des questions essentielles sur l'Afrique pour éviter de répéter la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, il y a des éléments majeurs de révolution, notamment le digital avec l'intelligence artificielle, qui va impacter énormément l'Afrique. Peut-être pas maintenant, mais ça va venir très rapidement. Et puis, voir la dimension de ce qui peut être un levier pour transformer justement le regard. Aujourd'hui, on a une terre extrêmement riche, qui est l'Afrique, le sous-sol, et on cherche toujours, on est devant la porte d'entrée, et on cherche toujours les clés pour entrer dans cet univers de l'investissement et du financement. Bon, d'abord, le digital, l'intelligence artificielle. D'abord, je n'ai pas la compétence de vous faire un cours là-dessus, donc je ne vais pas en parler beaucoup. Sauf là pour dire une chose.
c'est que comme nous tous dans le monde, l'Afrique, elle est soumise, elle est sujette à cette révolution, notamment de l'IA, qui est absolument fondamentale. Et ce qu'il faut simplement éviter, c'est que l'Afrique puisse, comme l'Europe d'ailleurs, puisse perdre la mainmise sur son destin. C'est-à-dire, par exemple, passer et basculer dans un monde totalement anglo-saxon, où les grands centres de stockage des données, par exemple, se trouvent aux États-Unis, où tous les concepteurs de l'IA se trouvent aux États-Unis. Ça, simplement, j'attire ça là-dessus. Donc, c'est un sujet de régulation et c'est un sujet d'investissement. Deuxième sujet, sur la transformation des richesses du sous-sol, qui sont immenses. Et ça, vous remarquerez que ça, c'est une bonne nouvelle. Le monde a pris conscience, depuis le Covid à peu près, que l'Afrique, c'était en réalité la réserve des matières premières de la planète. Beaucoup plus qu'avant, on le savait, certains. Mais le monde en a pris conscience maintenant. Et donc le sujet, c'est comment créer de la valeur et comment faire que ces matières premières, elles ne quittent pas l'Afrique de manière brute. Et on se pose ces questions depuis longtemps. Moi, je défends une thèse là-dessus, très fortement, qui est mon avis. Parce que ce livre, Hichem, c'est un livre d'humeur. Oui. C'est un livre qui défend mon opinion. Je ne prétends pas détendre la vérité. Mais quand même, bon. Eh bien, une des idées que j'ai, moi, c'est que tout ceci, on pourra faire de la transformation de matières premières ou de produits agricoles, à condition que les économies africaines soient compétitives au niveau mondial. Tant qu'il coûtera plus cher de fabriquer sur place que d'importer, on ne fera pas de transformation. Donc, c'est le sujet des investissements, des infrastructures, de l'électricité et de la formation professionnelle. Et vous êtes le lieu géométrique du secteur privé, on oublie de le dire. C'est un élément clé et par effet miroir, l'Afrique a besoin de ce type d'expérience. Mais ça passe par là. La richesse, la création d'emplois, la délivrance de services et de biens à la population, ce sont les entreprises qui... Elles peuvent être publiques. Bon, je pense qu'il vaut mieux qu'elles soient privées parce qu'elles sont mieux gérées. Mais ça, c'est mon avis. Tout le monde n'est pas obligé de le partager. Mais ce sont les entreprises qui créent ça. Ce ne sont pas les États qui créent la richesse. Les États, ils sont là pour donner l'orientation stratégique. Où le pays veut-il aller? Définir les règles du jeu. Parce que les mondes sans régulation... Le Far West, ça ne marche pas dans l'économie. Pas de Far West. Il faut un monde régulé. Non pas régulé, bureaucratique. Mais il faut des règles. Et troisièmement, il faut donc un arbitre. Quand il y a des règles, il y a un arbitre. Ça, c'est le rôle de l'État. Donc évidemment, il faut que l'État et les États africains jouent leur rôle, mais après, le reste, c'est les entreprises qui doivent les faire. Et si on laisse les entreprises travailler, et notamment si on fait appel aux projets que les entreprises ont dans les tiroirs, vous allez voir que ça va décoller. On aimerait bien avoir votre retour d'expérience, en tout cas d'écho. Ces dernières années, il y a quelque chose de très malsain qui est l'image extérieure de la France, et particulièrement en Afrique. Est-ce que vous ressentez les retombées de cette affaire? Pas les retombées. Je ressens cette affaire, mais pas tellement les retombées, parce qu'il n'y en a pas tellement au plan business. Les retombées, je les ressens parce que l'ambiance est lourde. L'ambiance, notamment en France, de la relation entre la France et l'Afrique, elle est devenue assez pesante, parce que l'armée française a dû partir, parce qu'on est fâché avec les 3 pays du Sahel, parce qu'il y a une crise avec l'Algérie. Et au fond, c'est tout. Quand on y réfléchit, sur les 54 pays, donnez-moi 5 ou 6 autres pays où on est en crise. Non. Donc c'est quelques pays. Et par ailleurs, les Français, en tant que tels, en tant que personnes, et les entreprises françaises, en tant qu'entité économique, ne sont pas mal aimés. Je n'ai pas, sauf quelques rares, très rares exemples, de cas, je ne connais pas de cas, où les entreprises françaises ont dû partir parce qu'elles sont françaises. Et donc, ce qu'il faut faire comprendre aux entreprises, c'est qu'il faut continuer à y aller. D'ailleurs, elles restent. Elles ne s'en vont pas. Et par conséquent, je dirais que ce qu'on appelle à tort le sentiment anti-français, j'en parle dans le livre d'ailleurs, le sentiment anti-français, où certains disent le French bashing, il ne faut pas exagérer, c'est plutôt, dans certains pays, 5, 6, pas plus, un sentiment anti-politique française. Ce n'est pas la même chose, le sentiment anti-français, et le sentiment anti-politique française. Et donc je trouve que les entreprises devraient être le nouveau vecteur essentiel de la relation et du récit entre la France et l'Afrique. Appuyons-nous sur ce qui marche, appuyons-nous là où on a des connaissances, plutôt que sur les sujets qui sont un peu irritants. Peut-être ça changera dans 5 ans. Ça, c'est pas grave, ça va, ça vient. Mais voilà, donc il faut y aller. Vous parlez de récits, mais quand on voit qu'il y a le CIAN, il y a le MEDEF International, il y a d'autres structures, mais vous n'avez pas l'impression d'une déperdition d'énergie ou d'un télescopage à force d'interlocuteurs qui se neutralisent mutuellement? Oui, ça merci beaucoup de me parler du millefeuille français. C'est un sujet connu. Mais
Non, pas tellement. En réalité, c'est pas gênant. Je suis d'accord qu'il y a différents acteurs. Enfin, en gros, ceux que vous avez cités, vous pouvez rajouter BPI France, Business France, les CCE, etc. Bon. Chacun a sa zone d'action et a sa manière de faire. Et nous, le CIAN, on s'enorgueillit, mais les autres aussi, je crois, de s'entendre bien avec tout le monde. On n'est pas en concurrence. Et d'ailleurs, tous les membres du CIAN sont aussi membres du MEDEF, où tous les gens qu'on connaît sont largement CCE. Et donc, tout ça, on travaille en bonne entente. Notre objectif, c'est le même, et on a assez à faire. Savez-vous qu'il y a 5000 entreprises françaises en Afrique qui opèrent, ou filiales ou directes? C'est ça. Il y a 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires français en Afrique. 100 milliards d'euros. Oui. C'est plus que le chiffre d'affaires avec la Chine, par exemple. Et on emploie 700 000 personnes dans les 54 pays. Les premiers pays africains avec la France, pour les entreprises, ce ne sont pas les pays francophones. On est partout sur le continent. C'est l'Afrique du Sud, c'est l'Égypte, c'est le Nigeria, c'est l'Angola, ces pays-là. Et donc, on n'a pas à rougir de ça et on n'est pas en perdition, simplement. Il faut surmonter la crainte, et notamment la problématique que les marchés, assez souvent, sont de taille modeste en Afrique, parce que les pays sont petits, et souvent ils ont une population assez pauvre, donc le pouvoir d'achat est assez faible, donc les marchés sont petits, et le ressenti du risque est élevé. Donc les chefs d'entreprise ou les entreprises se disent « je vais prendre beaucoup de risques en termes de réputation, en termes d'image, en termes de risques juridiques, pour un petit chiffre, donc je n'y vais pas ». Donc je reprends mon propos de tout à l'heure. Si on a une vision à long terme, on va surmonter ça. Vous n'êtes pas philanthrope, mais aujourd'hui, on voit l'Afrique a besoin de transfert de savoir-faire, de ce qu'on appelle avoir les bonnes pratiques. Comment contribuez-vous à cette dimension? Et surtout, l'Afrique a besoin aussi de transformer les connaissances en compétences. Oui, exactement. Ça, j'aime bien cette phrase, transformer les connaissances en compétences. Il ne faut pas trop de connaissances théoriques, il faut de la pratique. Vous savez que sur le continent, nous, les entreprises françaises sont confrontées à ça. On a beaucoup de mal à recruter du personnel technique entre Bac-3 et Bac+3, à peu près, comme niveau. Les super ingénieurs, les grands diplômés, ça, il y en a. Tout le monde sait lire et écrire aussi, il y a aussi. Mais par contre, les techniciens, les agents de maîtrise, ça, c'est beaucoup plus difficile. Et ça manque. Parce qu'il n'y a peut-être pas le passé pour cela. Bon. Et donc oui, c'est très important de travailler ensemble. Est-ce qu'il y a des structures qui essaient d'incarner cette dimension qui est vraiment importante? Eh bien ça, c'est le partenariat. Il y a une réponse à ça. Le problème que vous soulevez, c'est un seul mot, c'est le partenariat. Nous poussons beaucoup, nous incitons toujours nos membres, les entreprises, quand elles disent « on va aller en Afrique, comment il faut s'y prendre ?» La première chose souvent que je réponds, c'est trouver un partenaire local. Il peut rentrer dans le capital, il peut être un partenaire technique, commercial, peu importe. Mais appuyez-vous sur une structure locale. D'abord, ça lui permettra de se développer à ces structures locales, mais elle va vous faire entrer dans les habitudes du marché ou du pays, et elle va vous faire réussir. Et ça va être gagnant, et il y aura un transfert de technologie qui se passera avec le temps. Mais on n'est pas des naïfs, on n'est pas des bisounours ici. Oui. Et je dis qu'il faut que les entreprises gagnent de l'argent et fassent du bénéfice. Toutes, les africaines comme les françaises. Et donc, le profit, il est le moteur du développement, et non pas le frein. Donc faisons du bénéfice ensemble, mais partageons, mais chacun défend ses intérêts. Donc pas de bisounours, mais du réalisme. C'est-à-dire que, est-ce que dans vos rapports, il y a aussi le poids des bailleurs de fonds? Est-ce que vos entreprises entrent en résonance avec ces institutions qui apportent un certain nombre un volume d'argent? On a affaire avec ces institutions tout le temps. En réalité, que ce soit la Banque mondiale, la SFI, l'Union européenne, la BEI, la Banque européenne d'investissement, ou l'AFD, la Proparco, et d'autres, on a affaire à elles tout le temps. Et donc leur rôle est essentiel. Vous voyez, je dis dans ce livre, par exemple, je contre une idée reçue. Il y a certaines personnes qui disent, depuis 50 ans ou 60 ans, l'aide publique au développement a fait la démonstration de son échec, puisque ça n'a pas assez évolué, donc il suffit de l'arrêter. Il y a tellement de dizaines de milliards qui sont envoyés, il n'y a qu'à arrêter ça, ça ne changera rien. Ça n'est pas mon avis. Je pense qu'il faut la continuer. Parce que ces milliards, si on les arrête, il n'y aura plus d'argent. Regardez le cas des États-Unis qui ont temporairement, j'espère, mis fin à l'action de l'USAID. Le président Bush a arrêté Trump a arrêté ça il y a 8 jours. Bon, c'est des dizaines de milliards qui vont manquer. Si on arrête l'aide publique au développement, c'est de l'argent qu'il y aura en moins pour financer les travaux. En revanche, ça ne nous empêche pas de nous poser la question de l'efficacité de cette aide. Est-ce qu'on peut améliorer cette aide? Je pense que oui, en faisant que les procédures aillent plus vite, soient plus simples, c'est trop bureaucratique, et en faisant davantage appel au secteur privé. Je pense que
on ne se dit pas assez dans les milieux du développement, il faut financer d'abord les entreprises, en direct, sans passer par les États. Aujourd'hui, l'aide publique au développement, elle va dans les États africains, qui eux-mêmes font appel aux entreprises pour réaliser les travaux. On pourrait gagner du temps en travaillant davantage autour de la table. En tout cas, nous, on y est prêts. Avec le cadenassage des frontières, les visas empoisonnent la vie de beaucoup d'Africains. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est marginalement traitée, les diasporas africaines, qui était un trait d'union, ça constitue un véritable trait d'union entre le continent et notamment la France. C'est-à-dire que pourquoi cette histoire n'est pas véritablement incarnée pour servir de booster? D'abord, vous avez raison de dire que les diasporas, ça peut être un moteur absolument essentiel et un trait d'union. Ça l'est, c'est pas la peine de le démontrer, je crois que tout le monde le comprend. Après, ça marche pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de diasporas, il y en a, hein, mais il n'y a pas beaucoup de diasporas qui vont s'installer en Afrique, qui créent des sociétés ou qui s'installent là-bas. Il y en a, mais insuffisamment. Ça pourrait être un booster extraordinaire. Mais les diasporas, ça veut dire aller dans les deux sens. Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais là, je parle des diasporas africaines ou des gens d'origine africaine qui sont par exemple en France. Il y en a relativement peu qui vont. Pourquoi? Parce qu'ils vont perdre en qualité de vie, en qualité de job, et c'est des risques peut-être trop élevés pour eux. Et donc, je dis souvent que les membres de la diaspora qui vont s'installer en Afrique, ce sont des héros. Parce qu'ils sont courageux, et en général, ils réussissent bien, mais ce n'est pas facile. De l'autre côté, vous avez soulevé le problème des visas. Évidemment que c'est un problème qui complique et qui pourrit finalement la relation entre la France et l'Afrique au niveau quotidien de beaucoup de gens. Je connais beaucoup de gens qui ne peuvent pas venir à une réunion, à un rendez-vous à Paris, par exemple, d'Africains, parce qu'ils n'ont pas le visa. Donc on est ici dans la dichotomie complète entre le désir de contrôler la qualité de l'immigration en France, qui est un sujet du ministère de l'Intérieur finalement, et puis le sujet de défendre l'image de la France, d'être ouvert et de faire des partenariats comme je l'ai dit. Et ça, l'arbitrage est dur à trouver entre les deux. En tout cas, le sujet des visas est un sujet touchy, ça je ne peux pas dire le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment, vous êtes un opérationnel, vous connaissez l'univers de l'entreprise, qui est un univers très pragmatique, mais dans un contexte de crise, comment aujourd'hui intégrer cette dimension-là dans les calculs, dans la manière de conduire les affaires? Est-ce que ça a un coût? Ça a un coût pas énorme, mais quand même, le fait d'avoir des difficultés de se déplacer est une gêne. Mais on arrive quand même à trouver des astuces. Par exemple, pour se déplacer, il faut anticiper assez largement à l'avance, et ça marche beaucoup mieux que si on s'y prend au dernier moment. Il faut bien remplir les documents, et puis ça peut passer. Mais c'est pas très facile, j'avoue. Bon. Mais oui, bien entendu, on ne peut pas à la fois prôner le partenariat, ce qui est mon cas, et puis avoir des obstacles qui le mettent en place. Donc ça, c'est compliqué. Est-ce que le contexte est favorable dans une crise, on le voit, du pouvoir en France? Est-ce que votre discours est audible pour réformer l'approche à l'égard de l'Afrique et apporter une autre manière de faire? Je pense qu'effectivement, il y a une incertitude sur la situation actuelle de notre pays, l'endettement, la complexité politique, etc. Mais cette incertitude, elle est valable pour tout, pas plus pour l'Afrique qu'ailleurs. Donc je ne pense pas qu'elle puisse être la cause d'un frein sur l'Afrique. Ce qui est la cause du frein sur l'Afrique, c'est l'image que les gens ont de l'Afrique est une image assez souvent négative, erronée mais négative. Et deuxièmement, l'aversion au risque. L'aversion et l'apostrophe, aversion au risque. Ce qui peut se passer, c'est que l'ambiance actuelle, la situation actuelle en France, fait monter le curseur de la mesure du risque. Les entreprises disent, en ce moment, on ne sait pas trop comment ça va se passer en termes de fiscalité, quel régime politique on va avoir, si on peut réformer l'endettement, etc., etc. Donc il est urgent d'attendre. Et donc ils peuvent attendre en Afrique. Mais ça, l'Afrique, en attendant, elle n'est pas soumise aux difficultés politiques françaises et elle n'attend pas. Et nos nouveaux concurrents, les Chinois, les Turcs, les Émiratis, etc., ils n'attendent pas non plus. Donc il faut relativement faire vite. On a 2 minutes pour terminer. D'abord, j'ai envie de dire comment vous allez poursuivre cette année et lui donner le tonus qui caractérise les 54 nuances d'Afrique. J'espère, voyez-vous, je serais content de ce livre si je rencontre des gens
qui me disent, moi l'Afrique, je ne connaissais pas bien ou j'en avais une idée négative. J'ai lu votre livre, finalement, c'est formidable, et moi je suis chef d'entreprise, j'ai décidé d'investir. Et j'y vais, je franchis le pas. Là, c'est le plus grand plaisir que je pourrais avoir. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je recommande particulièrement la lecture du livre 54 nuances d'Afrique, d'ailleurs avec un sous-titre, Investir en Afrique, essai enthousiaste pour déconstruire les préjugés aux éditions Télémac. Merci, à très bientôt. Merci, Hichem. Merci.